Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, alors que des recherches exceptionnelles viennent de reprendre pour tenter de retrouver l'un des meilleurs plongeurs spéléologues de France, un homme de 45 ans, porté disparu depuis dimanche dans un réseau souterrain des gorges de l'Ardèche. Vous recevez Marc-Olivier, le spécialiste des expériences d'isolement volontaire, Michel Siffre, qui, lui, a déjà passé 69 jours seul sous terre. Bonjour Michel Siffre. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous de Nice. Vous allez nous raconter ce qui se passe sous terre, ce que vous avez vécu. On va également parler du Chili d'ailleurs ensemble. Mais pour commencer, direction l'Ardèche. On va retrouver notre correspondante sur place. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors Émilie Nora, qu'est-ce qui est prévu ce matin pour les recherches avant de développer avec Michel Siffre ? Eh bien, les secouristes sont mobilisés sur 2 sites différents ce matin. En haut du plateau qui surplombe la cavité, ils vont devoir encore dégager des blocs de pierre qui encombrent la faille qui communique avec la galerie souterraine. Alors pour l'instant, seulement 15 mètres sur 200 sont praticables par les spéléos qui doivent ensuite s'y engouffrer. Le chantier pourrait donc s'inscrire un peu plus dans la durée, tout dépend après de la configuration et de l'état du conduit. Et puis en contrebas, une équipe de plongeurs s'apprête à s'immerger dans la galerie souterraine pour une nouvelle exploration. L'objectif de cette plongée est d'essayer de trouver un moyen de contourner les boulis, un passage possible sous les plafonds ou le long des parois. L'autre mission des sauveteurs ensuite est d'observer à travers une lucarne derrière la montagne de gravier et de constater s'il y a d'autres indices du matériel d'Eric par exemple. Alors évidemment, les sauveteurs nourrissent toujours l'espoir de retrouver Eric vivant, mais ils n'excluent pas non plus son éventuelle noyade. Merci beaucoup Émilie. Alors Michel Siffre, justement, on a d'abord été très pessimiste et puis hier, il semble qu'il ait laissé un indice, donc l'optimisme a prévalu. Ce matin, vous connaissez bien ces milieux, vous dites quoi ? Écoutez, c'est très difficile. On est en face de gens qui sont des as. Le spéléologue et les plongeurs qui essaient de le retrouver sont des as dans ce domaine. Ce sont de vrais professionnels rompus à cette discipline très difficile et très dangereuse. Il y a eu beaucoup de morts dans le passé, et encore pas très longtemps. Donc, moi, j'espère dans la plongée pour le moment. J'espère dans la plongée parce que j'ai peur que le creusement de la galerie soit encore quand même un tout petit peu hypothétique. D'accord, donc c'est la plongée qui pourrait permettre de le retrouver. Expliquez-nous, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent et qui disent... Mais qu'est-ce qu'ils font les spéléos ? Ils mettent leur vie en danger. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le sous-sol ? Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire dans le sous-sol ? Qu'est-ce que ce spéléo a été entreprendre en partant comme ça dimanche à 9h30 du matin avec 24 heures d'autonomie ? Eh bien, d'abord, on fait la topographie de ces réseaux et on essaie de comprendre les circulations d'eau souterraine. Actuellement, on se penche de plus en plus sur les ressources en eau souterraine que contiennent les calcaires. Les calcaires, c'est la roche dans laquelle se font les grottes, se produisent les grottes. D'accord. Et ce sont parfois des ressources très importantes qui alimentent certaines villes, comme par exemple Montpellier. C'est grâce aux plongeurs spéléologues que Montpellier, maintenant, a de l'eau en plein été pendant les périodes de sécheresse. Mais quand vous nous dites plongeur spéléo, qu'est-ce qu'on trouve dans le sous-sol pour comprendre ce que vit cet homme de 45 ans ? Il y a des parties où on est quasiment avec des bouteilles, c'est ça, et on vit on est sous l'eau, et des parties au contraire où il y a des cavités d'air ? Voilà, il y a 2 mondes. Les grottes dans lesquelles on pénètre, les grottes et les gouffres. Les grottes, c'est en général horizontal, les gouffres, ce sont les conduits verticaux. D'accord. Et souvent, par ces conduits verticaux et par ces grottes, on arrive à des rivières souterraines. Et ces rivières souterraines sont parfois coupées par des zones pleines d'eau. C'est ce qu'on appelle des siphons. Et les spéléologues du type de Eric Establi vont dans cette partie qui est interdite aux spéléologues en soi parce qu'il faut un équipement particulier. Et dans ce cas présent... Un équipement, par exemple, des bouteilles de plongée ? Des bouteilles de plongée, mais plus que des bouteilles de plongée. Des recycleurs. La plongée de haute technologie d'aujourd'hui fait appel à des... fait appel à des technologies avancées, fait appel à des gaz, à des gaz différents, à des mélanges binaires ou ternaires, et en plus à des recycleurs, des appareils qui permettent de rester plus longtemps. Mais là, il faut être des vrais professionnels pour utiliser ces appareils. Mais quoi qu'il arrive, là où il est aujourd'hui, il est dans le noir total, là. Tout dépend s'il lui est resté encore un peu de lumière, mais effectivement,
professionnel tel qu'il est, s'il est dans une zone exondée, c'est-à-dire dans l'air, à ce moment-là, il arrêtera ses lumières et il conservera au maximum ses lumières pour durer le plus longtemps possible. Julie le disait, vous êtes resté 69 jours, je crois, dans le sous-sol. Comment on vit évidemment, lui, pour l'instant, vous y étiez préparé, mais comment on vit? On a le corps, on a l'horloge biologique qui se dérègle, hein. J'ai été effectivement, en 1962, le premier homme à montrer que l'homme avait une horloge interne. Avant moi, c'était connu que sur les rats, en 1922. Et donc, si vous voulez, quand vous vivez hors du temps, eh bien, c'est votre horloge qui décide. C'est-à-dire que c'est votre rythme de vie personnel qui choisit la durée de son sommeil et la durée de l'éveil. Et alors là, concrètement, pour le spéléologue qu'on recherche, et lui qui est évidemment pas parti avec beaucoup d'autonomie, mais aussi pour les mineurs chiliens à qui maintenant on amène des vivres, enfin voilà, ils sont équipés. Quels conseils vous leur donnez pour pouvoir, quand ils vont sortir, les mineurs de façon certaine, le spéléologue on le souhaite, finalement pas avoir trop abîmé son organisme? Bon, pour les mineurs, ça fait 2 mois qu'on m'appelle en permanence sur ce sujet, naturellement, parce que c'est un domaine que j'ai étudié et que la NASA a beaucoup étudié, d'abord en faisant des expériences de groupe volontaires, naturellement, et en étudiant aussi le cas de catastrophes involontaires. Actuellement, on est vers la fin de leur séjour forcé, naturellement. Il ne faut pas oublier que les 3 premières semaines, c'était des amoureux vivants qui ne savaient pas s'ils allaient sortir, qui ne savaient pas si les secours pourraient les atteindre. Bon, tout a changé sur le plan psychologique lorsqu'on a pu leur faire passer des vivres, de l'eau et des nouvelles. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Ils se trouvent dans une phase d'attente, et cette attente va être très longue, va paraître très longue. Elle va être de 15 jours, 3 semaines, ça va dépendre des foreurs, du forage, mais intellectuellement, psychologiquement, c'est la période peut-être la plus, pas la plus dure, mais la plus longue. Mais ils vont sortir avec des séquelles, des troubles oculaires, des infections, des difficultés respiratoires? Bon, les infections, je sais pas, oui, on a parlé d'infections cutanées. Pour les troubles oculaires, certainement, comme ils sont en lumière artificielle, ils vont avoir très certainement une augmentation de la myopie, un changement dans la vision des couleurs, un changement dans la vision du relief. Je ne sais pas si les gens sont équipés là-bas pour leur faire subir ces examens. Il faut le faire tout de suite, je l'espère. Sinon, sur le plan santé physique, non, il n'y aura pas de séquelles véritablement importantes. Sur le plan psychologique, certains s'en remettront, mais d'autres ne s'en remettront pas. Il y en a certains qui ne remettront plus les pieds dans les mines. D'autres seront forcés pour des questions économiques. Évidemment. Aussi. Il faut comprendre que ce sont des gens pauvres qui sont dans cette situation. Merci Michel Siff de votre décryptage ce matin sur Europe 1. Vous étiez en duplex des bureaux de nos confrères de Nice Matin. Merci beaucoup. Nice Matin. Merci beaucoup. Nice Matin.